tous, aujourd'hui je vous retrouve pour le bilan du mois de février. On va faire un petit top 12, c'est parti. Pour changer de d'habitude, enfin avant je faisais, je vais faire un petit classement de mes lectures parce que mes bilans lecture en général je les fais à chaud en vlog. Et là j'aime bien faire une rétrospective à la fin du mois, vraiment. Je fais quand même un bilan lecture à la fin de chaque mois. Pour pimenter un peu le truc, donc pour pas que ce soit... Voilà, comme j'ai fait déjà en vlog lecture. Là, on va faire des tops donc de ma moins bonne lecture à la meilleure. Et comme il y a 12 livres, j'ai lu 12 livres en février. Donc on va faire un petit top 12. Alors pour le 12e livre, le dernier, et vraiment pas des moindres, enfin pas des moindres, ça veut rien dire parce qu'en fait, j'ai le cœur dans l'âme. Et même celui d'après. C'est-à-dire que les deux derniers de la pile, c'est vraiment les deux moins bonnes lectures du mois de février. De 1. De 2, c'est vraiment des lectures vraiment indépendamment des autres, vraiment passables, mais vraiment moyennes. De 2 et de 3, ça fait les deux livres qui vont arriver là que je vais vous montrer, qui sont en bas de la liste, ce sont deux de mes auteurs préférés. Donc vraiment c'est un coup de poing dans l'âme. Mais bon, c'est comme ça. C'est tombé là. Voilà. Donc, la 12e lecture qui est en bas de la liste pour ce mois de février. Il y en a qui vont crisser des dents. Hein. Il y en a qui ont aimé. Mais bon, moi ça ne l'a pas trop fait. En tout cas pour ce mois de février, c'est ma moins bonne lecture. C'est donc La Bête et la Belle de Thierry Jonquet. Voilà. Donc, alors... Ça pourrait être une réécriture de conte, du conte, hein, La Belle et la Bête. C'est un mix de plusieurs contes. En fait, je pense que Thierry Jonquet a fait là. Alors, Thierry Jonquet est spécialisé dans le roman noir en général. Et je me suis dit, une réécriture de conte par Thierry Jonquet, ça doit être quelque chose. Eh ben, pas du tout. Ça ne l'a pas du tout fait avec moi. On est avec Léon qui est très vieux, très moche, très moche. Tout est relatif, mais c'est écrit derrière. Il va faire la rencontre. Il a un ami, ce Léon. Voilà, qui est pas très net comme ami. Et voilà, ça va être une histoire d'amitié un peu bizarre. Et mais je sais pas. Ça m'a pas emballé, mais du tout. Certains, ça les emballait, mais moi, pas du tout. Cette histoire, alors il est pas long, il fait 150 pages. Il aurait fait 300 pages. Je ne sais même pas si je l'aurais terminé, donc dites-moi si vous avez aimé ce livre qui est très connu, de Thierry Jonquet. Voilà, vraiment, ce que vous avez aimé dedans. Parce que moi, j'ai rien trouvé de positif. Alors, on reconnaît bien la patte de Thierry Jonquet. C'est ce que j'aime, voilà, sa plume. D'ailleurs, heureusement, parce que, voilà, je sais même pas si j'aurais continué sinon. Mais l'histoire... Ah oui, il y a un message derrière. Mais je sais pas, ça n'a pas pris. La mayonnaise n'a pas pris. Je m'ennuyais. Pareil, 11e position pour ceux qui suivent ma chaîne. On dit, mais what? Pourquoi cet auteur, il est en 11e position? Il devrait être en premier. Eh ben non. Pas pour ce livre-là en tout cas. Pas pour ce livre-là. C'est un des derniers, sinon le dernier roman de Serge Bruce Solo. Et oui, c'est La Forêt des silences, je vais même pas dire un mot, j'ai dit des andres, ça n'existe même pas. La Forêt des silences de Bruce Solo. C'est un thriller ici. Et on va parler de cette forêt des silences, cette forêt qui est un peu bizarre, où tous les oiseaux, il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a pas, voilà, vraiment silencieuse, donc elle est très très bizarre et on va être dans le fin fond, dans une contrée perdue du Texas. Donc vraiment, pour vous dire, vraiment, on est reculé du monde. On est vraiment, voilà. Bruce Solo aime bien ce thème. Aime beaucoup ce thème. Des gens un peu reculés, complètement déconnectés du monde. Limite, leur contrée n'est même pas sur la carte, tellement qu'au fil des années, des siècles, ils ne se sont pas intégrés au monde. Ils sont restés entre eux. Il aime bien ce thème-là, Bruce Solo, et il l'avait fait avec Hurlemort, et pour le coup, Hurlemort, je vous le recommande au passage, c'est un petit chef-d'œuvre, mais alors là, je pense, je sais pas, il a fait pour moi un roman facile, c'est-à-dire un roman, voilà, qui devait sortir. Alors, heureusement qu'il a du talent parce qu'il a sorti des trucs. Encore une fois, là, comme pour Jonquet, je reconnais sa patte, sa plume.
Mais c'était bien, mais c'est pas Brussolo pour moi. Ça vaut pas Brussolo. C'était plat pour moi. C'était pas vraiment. Voilà, voilà. Donc il y a des meurtres hein, dans cette contrée. Il y a cette forêt qui est bizarre. La thématique bon, je vais pas vous la révéler, mais j'aime bien. Alors là, ça ne l'a pas fait. Ça l'a vraiment pas fait. J'ai trouvé ça vraiment plat. Voilà, Brussolo, alors des fois il y a des hauts et des bas, hein. Bah, ça ne l'a pas fait pour la forêt des fous. Alors là, j'ai lu, je me suis dit, on est en février, fin février, je me disais, j'ai pas lu de romance. Et j'ai cette série de romances dans ma palle, donc je vais la sortir. Donc j'y vais en ordre, hein. Je crois que c'est l'année dernière, j'avais lu le tome 1, là j'ai lu le tome 2, donc on est à New York. Donc cette fameuse série d'International Guy d'Audrey Carlan. C'est de la new romance. Alors, ils disent comédie romantique, je dirais plutôt comédie érotico-romantique. Alors, les scènes de sexe, je les passais, mais ce qui m'intéresse, c'est le thème de cette série, voilà, c'est cette entreprise International Guy menée par Parker Ellis, qui voilà, cette entreprise va aider les pauvres femmes en détresse. Et là, il a rendez-vous à New York pour aider une fameuse actrice qui n'est autre que son fantasme en plus, hein, Skyler Page, l'actrice. Elle est en burn-out complet. Elle veut plus tourner de film. Elle est vraiment, voilà, elle est en bad mood quoi. Hein, donc Parker va l'aider. Voilà, c'est de la romance, hein, c'est frais, c'est léger. J'aime bien lire ça de temps en temps. C'est pas long, ça fait 150 pages. C'est frais, c'est léger. Voilà, on n'en demande pas. Alors là, c'est une non-fiction. Gauze, Debout payé. Très intéressant comme livre. Très, très, très intéressant. Très intéressant. Gauze, il est médiatisé. Hein, il est connu. C'est un essayiste, un satiriste de la société. Hein. Là, c'est une satire de la société. En l'occurrence, sur les clandestins qui viennent d'Afrique et qui viennent travailler en France. Donc, sujet très sensible, très délicat. Et Gauze en fait... Alors, la plume de Gauze, moi, j'adore. Hein. Je le suis sur Twitter. J'avais déjà vu sur le plateau télé. J'adore sa façon de parler. Il mâche pas ses mots. C'est pertinent, percutant. Que vous êtes d'accord avec lui ou pas, c'est pas grave. Il dit des choses très intéressantes. Debout payé, pourquoi ? Debout payé, 2 points, désigne l'ensemble des métiers où il faut rester debout pour gagner sa pitance. Ces Africains viennent en France, on leur propose tout de suite le métier de vigile auquel ils ont accès assez facilement parce que ça ne demande pas de formation, d'études, même pas besoin de parler français quelquefois. Donc vraiment, là on va parler du métier de vigile. Et ce qui est marrant aussi, quand je dis c'est une non-fiction, il y a une petite histoire, mais voilà, je n'ai pas pris ça comme un roman vraiment, vraiment, c'est pas... Et en tant que vigile, voilà, il y a des paragraphes comme ça. Et c'est le vigile, sous la plume de Gauze, hein, sous la narration de Gauze, qui nous dit les différents types de clients que le vigile rencontre dans, par exemple, les magasins sur les Galeries Lafayette. Alors, il y a, voilà, je ne vais pas dire les marques, etc. Mais voilà, et c'est très drôle. C'est très drôle. Les différents types de clients, des fois on s'y retrouve, des fois on en a déjà vu. Et sous la plume de Gauze, il faut vraiment le lire. Moi j'aime beaucoup. Voilà, une écriture nouvelle et audacieuse, à la fois abrupte et ciselée, acerbe et chaleureuse. C'est exactement ça. Merci Christine Legrand. Ici, si je ne me trompe pas, on en est à la 8e place. J'ai lu L'heure blafarde de William Irish. Alors, L'heure blafarde de William Irish, c'est un... Je veux dire, c'est un policier. Non, c'est plutôt un roman contemporain, noir. Voilà, on surfe un peu là-dessus. C'est un vieux livre, hein, 1949, il me semble. Et en fait, c'est très... J'ai bien aimé. Déjà, ça se lit très facilement. Il y a beaucoup de dialogues, les chapitres sont pas longs et l'écriture est fluide et simple. Et voilà, il n'y a pas à prendre la tête. En fait, on va suivre la rencontre de 2 personnes, donc une femme et un homme. Ils font la connaissance
dans comme je vous dis, c'est un vieux livre, dans un dancing, hein, donc une boîte de nuit si vous voulez. Et puis, donc la soirée finie, la femme rentre chez elle et l'homme la suit, mais en fait, ils font connaissance, voilà, etc. Et voilà, il la raccompagne jusqu'à chez elle. Donc elle monte chez elle et lui, en fait, quand elle est chez elle, elle regarde par la fenêtre, il est encore là, le mec. Il est encore là, je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est bizarre. En fait, elle s'aperçoit qu'il ne regarde pas à sa fenêtre, quoi. Il regarde de l'autre côté, au loin, à l'horizon. Il est assis sur les marches. Ça l'interpelle quand même, elle vient de passer la soirée avec lui. Elle redescend. Et bon, elle le invite chez lui et en discutant, il s'aperçoit qu'ils ont un point commun qui va forcément les rapprocher. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont dans la ville de New York. Et si la ville de New York est un troisième personnage très intéressant et très important, en fait, ces deux personnes-là, ce sont des personnes qui viennent d'une petite bourgade, pareil, des États-Unis, qui ont voulu, comme beaucoup, essayer de réussir à New York. Pour les deux, ça n'a pas vraiment marché. Et voilà, donc ils s'aperçoivent qu'ils viennent de cette même bourgade. Donc ils devaient se connaître, parce que les bourgades aux États-Unis, tout le monde se connaît, hein, c'est comme les villages en France, voilà. Et ils se disent, si on retournait chez nous, New York ne nous réussit pas, New York va nous manger si on continue d'être là. New York a vraiment ce truc de carnassier, de personnages, voilà, très important qui va les bouffer s'ils continuent à s'entêter comme ça. Ils n'y arrivent pas à New York et à réussir. Et ils sont sur le point de partir, mais il se passe un événement qu'ils vont essayer de résoudre pendant tout le bouquin. Et on va glisser de plus en plus vers un truc un peu bizarre. Enfin, bizarre. Ouais, ça va être un peu le jeu du chat et de la souris. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Et toute l'action se déroule cette nuit-là, en fait. En une nuit. Donc, c'est très, très bien. On se dit, est-ce qu'ils vont réussir leur truc avant le jour? Il faut qu'ils réussissent avant le jour, le lever du soleil. Donc, ouais. Non, c'était pas mal. J'ai lu le dernier et le cinquième, enfin, le cinquième et le dernier tome de la saga Ramsès de Christian Jacques. Donc, ici, sous l'acacia d'Occident. Donc, je vais pas vous en parler. Alors, lui, c'est vraiment à l'image des autres. J'aime beaucoup toute la saga. Je vous avais mis un post sur Instagram. 5 tomes. On parle de l'ascension de Ramsès, de son plus jeune âge à sa mort. Voilà, c'est très... Je vous avais aussi dit dans un tag que la question c'était la romance qui vous a le plus ému, c'est celle de Ramsès et de Néfertari. Voilà, vraiment une histoire, enfin sous la plume de Christian Jacques. Hein. Mais voilà, c'est un roman un peu jeunesse. Voilà, c'est pas un roman adulte ou voilà, c'est très accessible. Voilà, on est vraiment dans les palais d'Égypte, les mers turquoises, avec les détracteurs hein, de Ramsès. Donc l'histoire de Ramsès. Et j'ai adoré cette saga tellement mignonne, tellement émouvante, tellement cruelle aussi. Hein, voilà, on est dans des guerres, des batailles et j'adore cette saga. Alors, oui, voilà pourquoi j'ai lu ce livre à ce moment-là. J'avais lu donc Thierry Jonquet et Brusselot, ça avait été des flops, mes auteurs préférés. Et je me suis dit, j'ai un Patrick Süskind dans ma palle. Et Patrick Süskind... J'en ai lu qu'un, lui, c'est Le Parfum. Et Le Parfum, c'est mon livre préféré. Alors, autant continuer dans les trucs de mes auteurs, livres préférés. On va voir si Patrick Süskind va me décevoir. Et non. Et non. Donc, merci Patrick Süskind. Je sais qu'il y a la contrebasse. Si je trouve la contrebasse de lui, qui est très connue, je le lirai. J'ai lu Le Pigeon de Patrick Süskind et j'ai adoré. C'est pas loin. J'ai adoré Le Pigeon. On est avec Jonathan, qui, Jonathan il est parti à la guerre, etc. Et je sais pas quel âge il a là, mais il a envie de se poser, Jonathan. Il habite dans une chambre limite de bonne, à Paris, il me semble. Et il a son petit train-train quotidien. Et il a son petit, son métier de vigile, hein, un truc comme ça. Voilà, lui, ça lui va. Il aime pas les bousculades,
Quand je vous dis, il a une vie remplie, Jonathan. Il veut être tranquille. Personne ne le dérange. Pas de contraintes. Pas d'imprévu. Mais un jour, qui s'apprête à aller au boulot, comme tous les matins, et ben là, sur le pas de sa porte, il y a un pigeon. Et ça va le bouleverser psychologiquement. Et Susskind a cet art de décrire des choses du quotidien. Voilà, tout simplement. Et en fait, là, il va décrire des choses que Jonathan va vivre, va ressentir par rapport à ce pigeon qui a tout perturbé dans sa vie. Voilà. D'une façon, en fait, des choses du quotidien, il va en faire des choses complètement, elles vont devenir improbables pour Jonathan. Et ça, Susskind sait très bien le décrire. Quand je dis décrire, c'est pas long. Ça va aller sur un paragraphe. Hein. C'est pas le parfum, attention. C'est sa plume. Voilà, il a l'art de faire justement. C'est très court et il arrive à aller là-dedans. À nous emmener dans l'obsession, dans la névrose de Jonathan, qui tout d'un coup se voit perturbé parce qu'il y a un pigeon sur le bas de sa porte un beau matin, alors que d'habitude, il n'y a pas de pigeon. C'est pas normal. J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Alors, si on va plus loin, c'est un livre bon, sur la névrose, mais aussi plutôt sur le temps qui passe, la vieillesse. Hein. C'est un vieux monsieur, hein, Jonathan. Sur la vieillesse, sur voilà, sur pas la mort, mais voilà, le temps qui passe, voilà, tout simplement. Donc, si ou peut-être question de la mort, sur la vie, sur l'existence, etc. Bon, voilà. J'ai rien à dire dessus. Le pigeon, c'était un petit manga. Voilà, un tome 2. Je continue cette série. C'est un survival horror. Je peux pas parler en anglais, moi. Hein. Bon, un truc d'horreur. Hein. Donc, c'est Shibuya Hell. Donc, le tome 2 avec ces magnifiques poissons volants tueurs. Hein, n'est-ce pas? Dans le 1, c'était des poissons rouges normaux plutôt. Et là, dans le 2, vous voyez, ils ont un peu muté. Ils sont encore plus effrayants que dans le 1. Donc voilà, là, il n'y a pas à se poser de questions dans ce manga. C'est du survival horror, comme je vous ai dit. On est à fond dans l'action. On est avec des personnages qui essaient de survivre dans la ville de Shibuya, où il y a ces poissons volants qui bouffent tout le monde. Et là, il y a un nouveau personnage qui arrive. Intéressant, intriguant. Et la fin amène vraiment sur le truc qu'on a envie de savoir la suite. Parce qu'il y a un élément qui arrive, on se dit, bah, là, il nous faut la suite. Donc voilà, si vous voulez de l'action, de l'horreur, vous êtes servi avec cette saga. Là, on reste en genre horreur. Voilà, je vais parler de Shibuya Hell. Pardon, j'ai même pas dit c'était de qui. Autant pour moi, c'est de Hirumi Aoi, quand même. Merci Hirumi Aoi pour cette saga. Là, on reste dans le roman d'horreur. On est avec Clive Barker. Et j'ai enfin lu Hellraiser. Hellraiser. Un mini coup de cœur. J'ai adoré l'univers, j'ai adoré la mythologie que Clive Barker a mis. Moi, je crois que c'était un gros livre, a mis en peu de pages. À peine 200 pages, hein, même pas, parce qu'après, il y a un entretien qui est très intéressant. Je ne vais pas revenir dessus pendant que j'y pense, je vous en parle deux secondes. L'entretien s'appelle Dans les collines, entretien avec Clive Barker, voilà, qui nous parle de ses œuvres, de son rapport au cinéma aussi, voilà, etc. C'est très intéressant, hein, très intéressant. Mais le bouquin, le roman, Hellraiser fait 160 pages. Donc en 160 pages, Clive Barker nous a inventé un univers, une mythologie, et on arrive bien à saisir le truc. Donc déjà, pour ça, pour moi, c'est du talent, c'est un talent rare. En peu de pages, de t'imprégner, d'avoir l'impression de connaître un univers, alors que t'en connaissais pas le moindre truc. C'est vraiment singulier comme univers. C'est vraiment un truc de fou. Merci déjà pour ça, j'ai adoré. Et j'ai adoré ça déjà, cette idée-là. Et Hellraiser, donc voilà. Donc en fait, on est avec Franck, je ne sais plus les prénoms. On va dire Franck qui un jour découvre une boîte
où il y a un puzzle, la boîte de Le Marchand, un puzzle qu'il arrive à résoudre et de ça va sortir de cette boîte des créatures très effrayantes, les Cénobites, voilà. Et ces créatures vont bien sûr céder à le souhait qu'a fait Franck. Franck, dans la vie, est un extraverti, est un épicurien. Il veut ça, les plaisirs absolus de la vie, et les Cénobites vont lui offrir. Mais les Cénobites, ils viennent du chaos, de la destruction. Donc ça va être quelque chose, ils vont lui offrir le désir absolu, la séduction, voilà, tout ça, mais d'une façon très ténébreuse, hein, du côté, la force du côté obscur. Hein. Donc voilà. Et puis, voilà, il y a ça. Ça commence comme ça. Et puis plus tard, on retrouve, alors je ne sais plus les prénoms, un couple qui emménage dans une maison. Et la femme découvre une pièce de la maison. Contrairement aux autres qui est un peu plus sombre que les autres pièces. Plus froide, plus... Voilà, elle est barricadée. Il y a des fenêtres, mais elle est barricadée. Enfin bref, elle est bizarre. Et puis elle aperçoit des choses, du bruit dans les murs. Voilà. Bon, j'en dis pas plus. Voilà. Vous doutez que le thème de ce livre, hein, c'est bien... les personnages importants dans ce livre, ce sont les Cénobites. Hein. Voilà. Ils vont revenir. J'ai adoré, il y a toute une histoire. En fait, moi, je croyais que Hellraiser, je n'ai pas vu le film, je ne connaissais pas l'histoire ni rien. Hellraiser, je crois que c'était un truc un peu sensationnel, un peu, ça partait, voilà, un gros truc bien classique d'horreur, mais pas du tout. On est dans une histoire familiale. Il y a 3 personnages, 3, 4. Ce couple, Franck, là, les Cénobites, bon, ça, c'est des créatures effrayantes, d'accord, mais on est vraiment dans une histoire intimiste et familiale, finalement. Et c'est vachement bien. C'est vachement bien fait. Non, la Clive Barker signe un truc très... Moi, ce que j'ai aimé, c'est la singularité du truc. C'est original, on n'avait jamais vu ça. En peu de pages. Cette mythologie qui nous a inventé, qui a fait son effet. Voilà, c'est ça le truc. Ça a marché sur moi. Vraiment, sur moi. Voilà, c'était intense. Sournois aussi. Sournois. C'est pas mal aussi. Sournois. Vraiment. Ces créatures sont très effrayantes et très intrigantes. On a envie d'en savoir plus. Voilà, Hellraiser, c'est voilà, c'est un classique de l'horreur, pour le coup, je dis oui, contemporain. Un contemporain. Je voulais découvrir sa plume depuis longtemps. J'ai plusieurs livres dans sa palle, mais j'ai commencé par celui-là. C'est celui-là qui m'attirait le plus, de par son titre, parce que je connaissais pas du tout, je savais pas du tout de quoi ça parlait. Donc, c'est Moon Palace, de Paul Auster. C'est du contemporain. Alors, pour vous situer le truc déjà, si vous connaissez l'attrape-cœur de Salinger, on est un peu dans la même veine. On va parler de Marco Stanley Fogg, un adolescent qui vit à New York et qui va être paumé et qui va se débrouiller. Voilà. Tout simplement, il va faire des rencontres. Et ce qui fait le charme de ce... Alors, bien sûr, il y a une quête de vérité. Hein. Il n'est pas là. Il y a un but. Voilà, il y a un but. Hein. Il y a une trame quand même, il y a une fin, etc. Mais surtout... Ce qui a fait, je pense, de ce livre un classique de cette littérature et surtout ce qui m'a plu moi, c'est la plume de Paul Auster qui a ajouté un truc, sinon the truc en plus, qui fait d'une histoire assez simple, bien qu'émouvante et bien qu'intéressante, une histoire assez lambda et banale, en fait un chef-d'œuvre. C'est pas donné à tout le monde. Bah, c'est Paul Auster. Je suis tombée. Si vous n'aimez pas la plume de Paul Auster, vous ne pourrez pas lire Moon Palace parce que vous allez vous ennuyer. Il faut vraiment rentrer, saisir. Vraiment. Et c'est simple, hein. Quand je dis ça, on a l'impression qu'il faut... Voilà. Non, ça match ou ça match pas avec vous. Moi, l'écriture de Paul Auster, ça a matché avec moi. J'ai adoré son écriture. Il rend les choses, des situations. Il amène la façon de narrer aussi. Il n'y a pas que la plume, il y a la façon d'amener les rencontres que fait le Marco Fogg. Les bons timings, enfin je sais pas. Il y a une espèce de magie qui s'opère autour de cette plume de Paul Auster. Et c'est ce qui a fait tout son charme sur moi. C'est ce
que ça agit. Et moi, c'était addictif. Je ne pouvais plus m'en passer. Vraiment. Paul Auster, merci. J'espère que les autres... Alors, les autres, je ne sais pas du tout. Je sais qu'on me conseille beaucoup la trilogie new-yorkaise. Je ne l'ai pas. J'ai que le tome 2, donc c'est nul. Hein. J'aimerais bien avoir l'intégrale. Et voilà, c'est un voyage de quête intérieure initiatique. C'est un roman initiatique. Mais la plume de Paul Auster, mon Dieu, moi, c'est ce qui a tout fait. Voilà. Il y a une espèce de magie qui s'installe. Elle vous envoûte comme ça et elle vous emmène. Voilà. Bon, et puis, le premier, hein, voilà. J'ai mis sur Insta, hein, mais bon. C'est une duologie, je le présente les deux en même temps. J'ai lu les deux au mois de février, donc il n'y a pas de souci. Donc c'est, alors pour le coup, là c'est du grand Brussolo. La duologie Hanouna l'embaumeuse. Là pour le coup, c'est du grand Brussolo. Voilà, si vous voulez lire du Brussolo, évitez de lire La forêt des silences pour vous faire une idée. Lisez plutôt des Brussolo antérieurs. Hein. Là on est dans les années 90. Là, que ce soit on est dans un dédale complètement poisseux de l'Égypte ancienne. Là, c'est la suite, hein, les prisonnières de Pharaon. On est dans un dôme infernal, voilà. 2 décors énormes. Et on va suivre dans les deux Hanouna. Donc on retrouve dans le 2. Cette embaumeuse, hein, qui est le seul personnage pour lequel on peut avoir de l'empathie, parce que les autres, toutes les rencontres qu'elle va faire, c'est du Brussolo, c'est l'univers de Brussolo, il ne faut pas s'attacher au personnage. Perversité, glauque, malveillance, tout ce que vous voulez. Ce que j'en retiens de ces 2 livres, les 2 sont très bons, l'un en tant que l'autre, c'est addictif, je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus, que ce soit dans ce labyrinthe ou dans ce dôme. Complètement, c'était l'enfer dans les 2. Cette pauvre Hanouna, je n'en pouvais plus. C'est addictif, mais Brussolo, mais comment tu fais? Comment tu fais pour m'ensorceler comme ça? C'est pas possible. Cette duologie est une pépite. Et je ne suis pas la seule à dire, parce que sur les réseaux sociaux, beaucoup ont aimé. Et ceux qui lisent Brussolo disent que c'est une de ses meilleures duologies. Vous pouvez y aller, Égypte ou pas Égypte. C'est vraiment, voilà, c'est pas le cœur du truc. Hein, vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est du thriller historique glauque. Voilà, on est vraiment, Hanouna, elle est en enfer. Et c'est addictif. C'est vraiment addictif. Moi, voilà. J'ai une petite préférence pour le 1. En fait, non. Parce que le 1, je l'ai lu en premier, ça a été la claque. Voilà, là, le 2 est juste à la hauteur du 1. Donc voilà, c'est ça en fait. Donc voilà ma meilleure lecture de février, cette duologie, voilà, du grand Brussolo. Merci là, monsieur Brussolo, pour nous faire... C'est pas de peur, hein, c'est vraiment terrifiant. C'est pas de la peur, Brussolo, hein, c'est terrifiant. Attention, il y a des scènes violentes aussi. Mais pas gore, hein. C'est violent, mais c'est terrifiant, ça va au-delà de la peur, c'est vraiment waouh, c'est vraiment l'enfer, l'enfer. Voilà pour ce petit top 12, ce bilan lecture de février. Dites-moi si vous avez lu l'un de ces livres, dites-moi surtout ce que vous en avez pensé, bien entendu, c'est ce qui m'intéresse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Voilà, moi je fais des bilans tous les mois de mes lectures et des vlogs lecture, et dans les vlogs lecture il y a quoi? Il y a tout, mes réactions à chaud, les book hauls. Je m'arrête sur les book hauls parce qu'il y en a pas mal, donc vous en aurez. Donc voilà, en attendant pour un prochain vlog lecture, moi je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt.